Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui, fort heureusement, va rester entre nous parce que si c'est une vidéo qui devait être diffusée sur une chaîne monétisée avec 10 000 ou 100 000 abonnés, genre 10 000 vues par exemple, je pense que je me prendrais du bois vert, je pense que même certains s'amuseraient à me dénoncer à YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être vous l'avez vu passer, ou sinon, si vous n'en avez pas entendu parler, je récapitule très brièvement. Vous avez sur X, je ne sais pas si c'est à l'origine TikTok, mais sur X, c'est en train de faire un petit peu boule de neige, un jeune homme français d'origine africaine, noire africaine, qui se filme et qui raconte sa situation, c'est-à-dire que il avait besoin d'un stage, je crois que c'est un stage dans la fonction publique ou un truc comme ça, et malheureusement il n'arrive pas à trouver, et qui plus est, il se rend compte que c'est un bosseur, de ce qu'on peut éventuellement en déduire, mais qu'apparemment il n'arrive pas à trouver un stage, et que malheureusement parfois ce qui lui passe devant c'est des blancs. Alors évidemment la vidéo est reprise par les gauchias qui sont en train de hurler oui, regardez, c'est la preuve du racisme systémique du blanc patriarcal français de souche, blablabla. On va mettre les choses au clair tout de suite. Parce que là, il y a quasiment un lien avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Aux États-Unis, je vous rappelle, il n'y a pas d'égalité à proprement parler dans les faits, même si dans les textes, il est interdit de faire de la discrimination, quelle qu'elle soit. Mais en pratique, il y a de plus en plus un choix délibéré dans certains métiers, dans certains secteurs, où on pouvait trouver en particulier des Afro-Américains, pas forcément qualifiés ou hautement qualifiés. Et même, je dirais, pour des Afro-Américains qualifiés, c'est-à-dire avec des diplômes universitaires, niveau Bac plus 2, Bac plus 4, Bac plus 5, etc. Alors toujours, évidemment, dans certains secteurs d'activité, qui sont aujourd'hui en train d'être grands remplacés. Grands remplacés par qui? Par des hispaniques. Hispaniques, voire indiens. Indiens ou pakistanais. Pourquoi? La raison, elle est simple. C'est qu'aux États-Unis, le traitement en matière de management, le traitement de la ressource humaine, n'est pas le même si vous avez affaire avec un employé afro-américain que si vous avez affaire à un blanc, un asiatique, un hispanique, un indien, un pakistanais, ou je ne sais quelle autre ethnie représentative que l'on peut trouver aux États-Unis. Mais en grande majorité, c'est évidemment afro-américain, hispanique, asiatique. Alors asiatique, je crois qu'aujourd'hui il y a une majorité d'origine chinoise, des sino-américains, mais qui sont déjà plus anciens, qui sont déjà sur plusieurs générations. Et actuellement, indiens et pakistanais qui commencent véritablement à prendre vraiment de l'importance aux États-Unis. Sauf que, évidemment, l'histoire américaine fait qu'il y a une particularité vis-à-vis des Afro-Américains, c'est-à-dire que la lutte pour les droits civiques, et en plus de ça, l'esclavage, la discrimination qui a eu lieu dans certains États, jusque même au début des années 60, 62, 63, je crois, dans des États tels que le Mississippi, l'Alabama,
fait que il y a eu, à partir des années 80, un élan qui consistait à mettre en avant, à privilégier les Afro-Américains. Et ça a été même jusqu'à ce que aujourd'hui, des cabinets d'avocats spécialisés pour gérer des affaires de discrimination, voire de racisme. Exemple, si un employé afro-américain se fait virer, eh bien, il y a une chance sur deux que l'afro-américain considère qu'il a été viré parce qu'il est noir. Donc, viré par racisme. Et ça a pris tellement d'ampleur que, même aujourd'hui, des afro-américains qui se font virer à juste titre parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils ont fait tellement de bourres, tellement de conneries, qu'il y a un moment donné, on dit stop, ou parce que manque de productivité, pas de rigueur dans le travail, se considère même parfois un petit peu en vacances, au Club Med, pour reprendre une expression. Des comportements d'ailleurs qui, je dirais, essaient de profiter justement de cette situation parce qu'ils sont noirs, pour se dire voilà, moi je peux la jouer cool, parce que s'ils me virent, je peux dire que c'est du racisme. Et derrière, vous avez des cabinets d'avocats qui sont spécialisés pour permettre à des Afro-Américains de porter plainte contre l'entreprise qui les a virés par racisme. En règle générale, il fut un temps où des entreprises négociaient un dédommagement pour éviter la plainte, pour éviter le procès. Aujourd'hui, c'est plus dur. Pourquoi ? Parce que toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont un maître mot. Si vous avez un problème avec un Afro-Américain, ne dites rien. Laissez faire. Laissez-le cumuler connerie sur connerie. Collecter des éléments, collecter des preuves. Et un jour, on décide de le virer. Si jamais il porte plainte contre la société parce qu'on l'a viré soi-disant pour racisme, eh bien on a toutes les preuves qu'on l'a viré non pas par racisme, mais pour incompétence ou faute professionnelle, etc., etc. Et autre phénomène, c'est que justement, du fait qu'aujourd'hui, on y regarde un petit peu à deux fois avant d'embaucher des Afro-Américains, même si encore aujourd'hui des entreprises plutôt progressistes continuent à embaucher les yeux fermés des Afro-Américains sans vérifier leurs références, sans même vérifier s'ils ont les compétences, etc. Préfèrent aujourd'hui embaucher des hispaniques, voire même des hispaniques qui ne parlent pas forcément anglais. Mais comme justement ces hispaniques sont dans une situation, ils ont besoin de bosser, comme tout le monde. Même mieux, c'est que les hispaniques, parfois, et assez souvent d'ailleurs, ils sont organisés. C'est-à-dire que souvent la famille, vous avez encore cet esprit très latin, comme on a en Europe, que vous retrouvez en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, même parfois en Serbie, en Croatie, en Bosnie, etc. C'est-à-dire cette capacité, à un moment donné, de garder le lien familial. C'est-à-dire que dans la maison des grands-parents, vous avez toujours les parents et parfois même les petits-enfants qui vivent dans la maison, jusqu'à ce qu'ils aient la capacité, le boulot, le salaire de s'envoler d'eux-mêmes. Mais pour les populations hispaniques qui ne sont pas forcément très qualifiées et qui restent cantonnées à des secteurs d'activité un peu rémunérateurs, mais suffisants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Californie, vous avez de plus en plus d'hispaniques qui achètent des maisons. Parce que vous avez le père, la mère, le grand-père, la grand-mère et les 2, 3, 4 ou 5 enfants, dont sur les 5 enfants, il y en a 2, 3 qui travaillent. Donc ça fait 4, 5, 6 salaires qui rentrent dans le pot commun. Et donc du coup, au niveau des revenus, évidemment, les banques, elles, pas de problème, on signe. Parce que vous avez un pot commun de revenus qui fait que
vous êtes viable. Ce qui n'est pas le cas chez les Afro-Américains. Les Afro-Américains, en règle générale, sont maintenant aujourd'hui, surtout dans les jeunes générations, au même titre que les Blancs, c'est-à-dire dans la société de consommation, dans l'individualisme, dans la société des plaisirs. Et ce qui fait que, malheureusement, du fait qu'on leur a permis d'avoir des facilités en contrepartie de ce qu'ils ont subi, et encore, très souvent ça arrive que les Afro-Américains les plus chiasses, les plus cons, sont généralement pas des descendants d'esclaves, c'est généralement des Afro-Américains qui sont venus soit sur une, deux, trois générations de pays d'Afrique noire ou des Antilles, mais qui n'ont absolument aucun lien avec l'esclavage, mais qui, voilà, se font victimiser quand même, ils auraient tort de se priver. Et donc, aujourd'hui, très clairement, il y a dans certaines entreprises un revirement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on embauche, on continue à embaucher des Afro-Américains, mais on essaie d'embaucher des Afro-Américains recommandés. C'est-à-dire, très souvent, et de plus en plus, on demande aux employés, si tu connais quelqu'un qui est fiable, qui est sérieux, qui est mature, propose-lui, si ça l'intéresse, de venir travailler ici, limite on le prend pendant 3 mois, 6 mois, on voit comment ça se passe, etc. C'est-à-dire que finalement, on fonctionne aujourd'hui par la relation. C'est-à-dire que très rarement, vous avez des gens qui aujourd'hui se positionnent dans quelque chose qui, par la candidature spontanée. Bon, après, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, c'est par exemple les niveaux de salaire, évidemment, là, ça pose problème, et ça, c'est un autre sujet que j'ai déjà abordé, que je réaborderai certainement, parce que c'est une évolution constante. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs d'activité professionnelle qui réfléchissent à 2 fois avant d'embaucher des Afro-Américains et qui vont préférer plutôt embaucher des Hispaniques, voire des Asiatiques, etc., ou des Indiens ou des Pakistanais, mais dans certains secteurs, la disponibilité est souvent beaucoup plus hispanique. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez des Afro-Américains qui aujourd'hui, en revanche, comparativement à 30 ou 40 ans, aujourd'hui accèdent à des fonctions ou à des postes à haute responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Afro-Américains qui sont des médecins, des chirurgiens, des avocats, mais c'est des bosseurs. C'est-à-dire très clairement, c'est des gens qui n'arrivent pas là où ils arrivent en se croisant les doigts. Il y a toujours des exceptions. Là, récemment, vous avez un haut responsable d'une, je ne sais plus, à l'échelle fédérale, là, qui s'est fait choper pour corruption ou un truc comme ça. Enfin, bien sûr qu'il y en a toujours. Mais, là, ce n'est pas une spécificité chez les Afro-Américains, c'est une spécificité chez certaines personnes qui ont une personnalité, un caractère. Voilà, ça touche aussi bien des Afro-Américains que des rebeux, que des Asiatiques, que des Indiens, que des Pakistanais, que des Blancs. Là, c'est la patte du gain, si vous voulez. Mais d'une manière générale, donc, aujourd'hui, oui, il y a une réputation chez les Afro-Américains qui fait qu'aujourd'hui, on fait plus attention à savoir qui on embauche. Quand ce n'est pas un choix radical de la part de certaines sociétés qui, même s'ils ont 10 candidatures, ils ont 8 Afro-Américains et 2 Hispaniques, ils vont préférer choisir les 2 Hispaniques. Et encore, j'ai envie de dire, sans peut-être assurer la garantie que les 2 Hispaniques vont faire le taf. Mais très clairement, il y a tellement eu de problèmes
avec les Afro-Américains qu'aujourd'hui les entreprises prennent le large. Si elles peuvent éviter. Alors, peut-être que certains d'entre vous me diront oui, mais je croyais qu'aux États-Unis, vous aviez des quotas. Alors, oui, certaines entreprises passent des deals idéologiques, politiques, pour avoir un pourcentage de diversité dans leurs entreprises, et plus particulièrement, évidemment, des Afro-Américains. Mais après, voilà, c'est des questions idéologiques. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, vous avez beaucoup de secteurs professionnels qui ne demandent pas des hautes qualifications, où en effet, vous retrouvez de plus en plus, en grande majorité, des Afro-Américains, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vidéo, subissent un grand remplacement. Alors c'est pour ça que c'est assez ambigu, dans le sens où vous avez aujourd'hui des progressistes qui sont en train de lutter contre Donald Trump face à la lutte contre l'immigration illégale. Mais j'ai envie de dire, excusez-moi, mais les Afro-Américains qui sont progressistes, vous êtes conscients que si on inonde les États-Unis avec une immigration massive, mais tôt ou tard, il y en a qui vont vous piquer votre boulot. Non ? Logique. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement parce que ce jeune noir français, donc qui pleure, qui est dans un processus de victimisation parce qu'il est noir, donc il ne trouve pas de stage, parce que c'est du racisme. Non, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme. Il y en a partout, pas qu'en France, dans tous les pays. Il y a toujours des gens qui vont préférer plutôt prendre des blancs que des noirs. Après, voilà, c'est... Mais il y a... Et ça, c'était déjà le cas avant que je quitte la France en 2012, dans les années 2010. On sentait déjà que, voilà, il y avait un petit ressentiment à vouloir prendre des gens issus de communautés parce que les expériences sont plutôt négatives. Alors, ce que je vous raconte là, c'est mon expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que c'est vrai partout, mais c'est pour simplement vous expliquer que je parle de quelque chose que je connais, que j'ai connu. J'ai été muté dans un multiplex où, évidemment, on a choisi, il y a des deals souvent avec les localités, et l'un des deals, c'était exclusivement d'embaucher des jeunes au chômage de la commune. Et parmi eux, évidemment, des gens de la diversité. Il n'a pas fallu... Alors, normalement, je crois que tous les jeunes étaient embauchés en CDD de 8 mois, je crois. Parce que voilà, on ne leur fait pas des CDI d'office, on fait des CDD, et puis on voit comment ça fonctionne, si ça marche bien, s'ils sont motivés, etc. Sans mentir, de tous les jeunes issus de l'immigration, donc c'est-à-dire algériens, tunisiens, marocains, il n'y en a qu'un seul qui est resté. Il n'y en a qu'un seul qu'on a gardé. Et d'ailleurs, qui est un de mes collègues, puisqu'il avait passé le CAP opérateur projectionniste. C'est un Marocain, mais cultivé. C'est-à-dire que c'est un Marocain religieux, mais pas pratiquant, même s'il a fait son... vous savez, dans les 5 piliers de l'islam, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle en arabe, mais le pèlerinage de la Mecque, je vais chercher le mot, mais ça a un nom en arabe. Mais voilà, il n'allait pas à la mosquée, etc. Il mangeait pas de porc, etc. Mais c'était quelqu'un que j'appréciais énormément parce qu'avec lui, il y avait véritablement du débat. Il y avait véritablement des discussions très intéressantes parce qu'il était lucide. Il était lucide que dans toute communauté, malheureusement, il était le premier à dire que
aussi bien des Marocains que des Algériens, que des Tunisiens, malheureusement, portent préjudice à la communauté par leur comportement. Et force est de constater que sur la dizaine de jeunes, en effet, issus de l'immigration, maghrébins donc, d'une manière générale, il a été le seul qu'on a gardé. Les autres. Alors il y en a qui sont partis, parce que le boulot ne leur plaisait pas, trop dur. Il y en a deux, ils sont partis par la force des choses parce qu'un jour les flics sont arrivés pour faire une perquisition de leur casier. Trafic de drogue. Et puis il y en a d'autres, incompatibilité d'humeur, pas sérieux, toujours à essayer alors surtout une en particulier qui était d'origine algérienne. Et c'est là que, en général, quand tu entends ça, tu te dis ouais, enfin bon, en France quand même, ça doit être une minorité, etc. Mais malheureusement, ça existe. C'est que pendant un temps, nous avions un collègue juif. Alors gay, mais juif. Non pratiquant. Eh bien, allez savoir pourquoi elle le détestait profondément. Alors qu'il lui avait absolument rien fait. Bon, jusqu'au jour où ça finit en clash, et à un moment donné, l'erreur qu'elle a commise, c'est qu'elle a exprimé, elle a exprimé tout simplement son antisémitisme. C'est-à-dire qu'elle était tellement sûre qu'on ne lui dirait rien parce qu'elle est d'origine algérienne et que par conséquent, elle s'est peut-être octroyé le droit de penser qu'elle pouvait se permettre de critiquer, sauf qu'elle s'est lâchée un peu trop et elle a fini par avoir un propos antisémite et voilà, et puis terminé. Elle s'est fait virer. Le collègue, ça va, était sympa, il n'a pas porté plainte pour propos injurieux et propos racistes, mais voilà. Mais comme je vous dis, ça c'est mon expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que dans toutes les entreprises, sur l'ensemble des personnes, des salariés, des employés, des travailleurs d'origine maghrébine, ça se passe mal. Je dirais même qu'aujourd'hui, en France, vous avez des jeunes Français d'origine maghrébine qui ont fait des études, qui sont des investisseurs, qui sont des entrepreneurs, qui réussissent. Ils réussissent pourquoi ? Parce qu'ils ont conscience des réalités, parce qu'ils ont tiré des expériences et qu'ils savent que si tu veux réussir dans la vie, il faut bosser. C'est pas en tendant la main ou en te planquant derrière ton statut issu de la diversité qu'on va te dire amen à tout. Non ? Sauf que, malheureusement, peut-être, alors là encore une fois en France c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas faire de statistiques ethniques, surtout sur ce genre de sujet, peut-être qu'il arrive aujourd'hui un moment donné où les entreprises, fonction publique comme privée, aujourd'hui en ont marre. En ont marre des fois d'embaucher, de prendre des gens issus de l'immigration, alors parfois des Français, c'est pour ça que malheureusement en France on joue toujours un petit peu la subtilité, oui, étrangers, oui, mais regardez les statistiques, dit que oui, non, mais en fait, la sémantique parle d'étrangers, mais en fait on parle aussi des Français issus de l'immigration. Sauf que voilà, statistiquement on peut pas aborder le sujet. Parce que là, catastrophe. Donc vous comprenez pourquoi, au début de ma vidéo, je dis heureusement que je suis pas... qu'on va rester en petit comité entre nous, quelques dizaines de vues, parce que si j'étais monétisé, alors là, ma vidéo, elle serait dénoncée à tort et à travers, parce que je mets sur la table une réalité que malheureusement, ce gamin, qui doit certainement être très compétent, qui a vraiment envie, qui est peut-être motivé, qui a envie de montrer ce qu'il est capable, etc., malheureusement, il subit
qu'on appellera un racisme par facilité, mais en réalité, il subit tout simplement une discrimination. Une discrimination à cause de quoi? À cause de ses congénères, à cause de la mauvaise réputation, à cause de précédents, de mauvaises expériences avec des individus afro-français ou maghrébins français d'origine de la diversité, etc. Et qu'aujourd'hui, si tu as eu 2, 3, 4, 5 mauvaises expériences avec des gens qui sont issus, qui ont des origines ethniques ou religieuses aussi, pareil, il y a un moment donné où c'est naturel de se dire, c'est bon, moi j'arrête. Moi je veux bien donner sa chance à des gens, mais si les gens se foutent de ma gueule, ne branlent rien, arrivent en retard, viennent pas bosser, ou sont pas productifs, ou font n'importe quoi, tu leur expliques un truc, ils en ont rien à foutre, et ils passent leur temps sur leur téléphone portable toutes les 5 minutes, etc. Et qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, il y a un moment donné où non, ça ne fonctionne pas comme ça la vie professionnelle. Alors, il y a une chaîne de solidarité qui est en train de se forger sur X pour permettre à ce jeune homme de peut-être, je pense qu'il réussira à trouver quelque chose. Mais malheureusement, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul aujourd'hui de ces jeunes issus de l'immigration qui en veulent, qui sont ambitieux, qui sont sérieux, mais à qui on ne donne pas sa chance parce que, malheureusement, subissent les conséquences de leurs congénères qui ont foutu la merde, qui ont fait de la merde. Vous savez, c'est naturel. Si vous achetez une voiture, une marque de voiture, vous achetez une marque de voiture et puis votre voiture, vous avez tout le temps des merdes. Est-ce que vous en rachetez la même ou est-ce que vous allez racheter une voiture chez la même marque? Non, vous allez changer. Même si à la limite vous dites allez, on va partir du principe que j'ai pas eu de bol, je suis tombé sur un véhicule défectueux, etc. Mais que vous reprenez un autre véhicule et que vous avez encore les mêmes merdes, les mêmes problèmes, voire même les prestations, les services, etc. qui sont merdiques, vous arrêtez. C'est pareil, vous allez dans un resto. Si le resto, le service est dégueulasse, la bouffe est dégueulasse, etc., vous n'y retournez pas. Et en milieu professionnel, c'est pareil. Alors évidemment, ça peut être un mauvais amalgame. Ça peut être peut-être un pas de chance d'être tombé malheureusement sur des individus qui sont pas les bons exemples et portent préjudice aux autres, évidemment. Mais encore une fois, vous savez aussi bien que moi qu'en milieu professionnel, il y a un moment donné, on n'est pas là pour faire de la solidarité, on n'est pas là pour être gentil, on est là pour faire du business, on est là pour faire tourner une boutique. Or, si vous faites tourner une boutique avec des gens qui branlent rien, qui coûtent, à qui vous payez un salaire, mais que le salaire n'est pas du tout compensé, n'est pas du tout compensé par sa productivité ou son sérieux ou sa qualité de travail, etc. Il y a un moment donné où on arrête les frais. Alors, j'espère que cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez vous-même des expériences, si vous avez vous-même constaté ça, ou même si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas. Racontez vos anecdotes, laissez des commentaires, mais on en reparlera parce que c'est des phénomènes de société qui aujourd'hui ont forcément des impacts à la fois sociaux mais aussi idéologiques. Allez, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bougez au pied du mien.